L'histoire du clan Zoulou prend racine dans la région montagneuse et verdoyante de l'Afrique australe, plus précisément dans la région du KwaZulu-Natal, aujourd'hui située dans l'Afrique du Sud. Cette zone est caractérisée par des collines ondulantes, des vallées profondes et une côte qui borde l'océan Indien. C'est dans ce paysage pittoresque que les premiers ancêtres des Zoulous ont commencé à s'établir. Au XVIe siècle, plusieurs groupes ethniques, notamment les Nguni, occupent cette région. Les Nguni sont un groupe de peuples bantous qui se divisent en plusieurs clans, chacun ayant sa propre langue et sa propre culture. Les Zoulous faisaient partie de ce groupe, mais à l'origine, ils n'étaient qu'un clan parmi d'autres, vivant aux côtés de peuples tels que les Xhosa, les Swazi et les Nebel. Le KwaZulu-Natal, où se trouve la terre des Zoulous, est une région stratégique. Il est bordé à l'est par l'océan Indien, qui offre des routes commerciales et des ressources naturelles, et à l'ouest par les montagnes Drakensberg, une chaîne montagneuse qui forme une barrière naturelle et une protection contre les invasions venues de l'intérieur du continent. C'est une zone fertile, avec des rivières abondantes, qui permet l'agriculture et l'élevage, bases économiques fondamentales pour la survie des clans. Les premières mentions du clan Zoulou datent de la période où leur ancêtre, Zoulou Kamalandla, s'installe dans cette région, mais c'est le fils de Zoulou, un homme nommé Malandla, qui donnera au clan un nom et une certaine reconnaissance. Malandla, figure paternelle et fondatrice, établit son clan au pied des collines du Zululand, à une époque où la région était encore dominée par plusieurs clans indépendants et en constante compétition pour le contrôle des terres. Le clan Zoulou vivait principalement d'élevage, de culture et de chasse. À cette époque, la structure sociale était basée sur un système patriarcal où le chef de clan, appelé le Nkosi, détenait le pouvoir absolu, dirigeant les ressources, les terres et les affaires tribales. Les Zoulous, comme les autres peuples de la région, vénéraient des ancêtres et vivaient en harmonie avec la nature, croyant que les forces spirituelles influençaient leur vie quotidienne. À ses débuts, le clan Zoulou était donc l'un des nombreux petits groupes qui formaient un patchwork de communautés dispersées dans le KwaZulu-Natal. Mais c'est la montée en puissance de Shaka Zulu au début du 19e siècle qui allait transformer ce clan en un empire redouté et respecté. Pour comprendre cela, il faut revenir à une époque de tensions croissantes entre les différents clans de la région, chaque groupe cherchant à s'imposer sur les autres, dans un environnement où les ressources étaient limitées et les guerres tribales fréquentes. Le paysage du KwaZulu-Natal n'était pas seulement un atout naturel pour le clan Zoulou, mais aussi un facteur déterminant dans l'évolution du royaume. Les montagnes Drakensberg, par exemple, étaient des points de fortification stratégiques pour les Zoulous, offrant un terrain difficile à pénétrer pour leurs ennemis. De plus, la proximité de la mer facilitait le commerce et les échanges avec d'autres peuples, tout en offrant un accès aux ressources maritimes, un avantage clé pour un royaume en pleine expansion. Ainsi, les origines géographiques du clan Zoulou, leur emplacement stratégique entre les montagnes et l'océan, et leur capacité à s'adapter et à exploiter cet environnement ont joué un rôle fondamental dans leur ascension. Le KwaZulu-Natal est plus qu'une simple région, c'est le berceau de la culture et de l'identité zoulou, un territoire qui a façonné et continue de nourrir le peuple zoulou dans l'histoire moderne. Shaka Zulu, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire africaine, voit le jour autour de 1787 dans des circonstances controversées. Son père, Sanzangakona, chef du clan Zoulou, et sa mère, Nandi, n'étaient pas mariés. En effet, leur relation avait débuté de manière informelle, sans respecter toutes les traditions de l'union officielle des Zoulous. Dans la culture zoulou, ce type d'union en mariage était mal vu, et leur famille considérait leur fils comme un enfant illégitime. Pour aggraver les choses, les Zoulous interprètent la conception de Shaka comme étant liée à un événement étrange. Selon certaines légendes, son père et sa mère avaient été unis de façon peu orthodoxe lors d'une cérémonie où des présages inhabituels auraient été observés. Ces circonstances entourant sa naissance renforcent l'idée que Shaka est un enfant hors norme, voire un enfant à part, destiné à un avenir différent. Dans son enfance, Shaka souffre des conséquences de cette stigmatisation. Rejeté par la famille de son père et isolé des autres membres de son clan, il grandit avec sa mère, Nandi, en exil. Il mène une vie difficile, marquée par la pauvreté et les moqueries, en particulier de la part des proches de son père. Cette enfance marginalisée alimente en Shaka un profond ressentiment et une force intérieure, forgeant une volonté de prouver sa valeur et de se libérer de l'opprobre social. Shaka trouve finalement refuge auprès du puissant roi Dingiswayo du clan Mtetwa, qui devient son mentor. Chez les Mtetwa, il découvre sa véritable vocation et développe son talent pour la guerre. Dingiswayo, impressionné par le potentiel et la détermination de Shaka, voit en lui un futur leader et lui enseigne les secrets de la stratégie militaire. Sous cette guidance, Shaka développe une vision pour son peuple et prépare déjà des réformes qui le conduiront à transformer le modeste clan Zoulou en un véritable empire. En 1816, après la mort de son père, Shaka prend les rênes du clan Zoulou. Sa montée au pouvoir marque le début d'une ère de changement. Il transforme l'armée, impose de nouvelles disciplines et introduit des innovations tactiques comme la célèbre lance courte, l'Ikloa et la stratégie militaire de l'Alcorne de bœuf. Ces réformes créent une machine de guerre redoutable qui s'avéra implacable contre ses ennemis. La vision de Shaka va au-delà de la simple survie
de son clan. Il rêve d'unifier tous les clans Nguni sous une même bannière et de construire un royaume zoulou puissant, consolidé par l'art de la guerre et une culture unie. Sous le règne de Shaka, le royaume zoulou subit une transformation radicale et devient un empire militaire redoutable. L'ascension fulgurante de Shaka ne se fait pas seulement par la force brute, mais aussi par une combinaison de tactiques innovantes et d'une organisation stratégique sans précédent. Shaka Zulu, fort de sa vision d'un royaume unifié et puissant, a mis en œuvre une série de réformes militaires, sociales et politiques qui ont permis à son royaume de s'étendre rapidement au-delà des frontières initiales des Zoulous. La première étape de l'expansion de l'empire zoulou est la refonte totale de l'armée, qui devient l'un des instruments les plus puissants de l'histoire militaire de l'Afrique. Shaka adopte une approche nouvelle en matière de formation et d'armement. Il remplace les anciennes lances longues par une lance courte, Elikloa, spécifiquement conçue pour les combats rapprochés. Cela lui permet de rendre ses guerriers plus mobiles et plus efficaces lors des batailles. L'armée est divisée en régiments, chacun composé de jeunes hommes appelés d'impies, qui sont formés selon un code strict de discipline, de loyauté et de courage. Chacun introduit également des tactiques novatrices, comme la formation en corne de bœuf, qui consiste à encercler l'ennemi en formant une sorte de demi-cercle avec l'armée. Ce mouvement crée une pression constante sur l'ennemi, l'isolant et le forçant à se replier. Ces stratégies permettent aux Zoulous de remporter une série de victoires impressionnantes, même contre des ennemis plus nombreux et mieux équipés. L'une des caractéristiques majeures de l'expansion de l'empire zoulou est la manière dont Shaka utilise à la fois la force et la diplomatie pour unifier les différents clans sous son autorité. Shaka commence par conquérir les clans voisins qui résistent à son autorité, comme les Mtetwa et les Ndwandu, en utilisant des alliances stratégiques et en forçant certains chefs locaux à lui prêter allégeance. Là où la diplomatie échoue, il utilise la force militaire. Les guerres de conquête sont brutales. Shaka impose aux vaincus un choix simple, soit se soumettre à son autorité, soit être écrasé. Ce qui le distingue d'autres chefs militaires de l'époque, c'est sa capacité à transformer les populations conquises en force d'appoint. Plutôt que de massacrer les civils ou de les asservir, Shaka les intègre souvent dans son armée ou les soumet à des formes de tribus, ce qui renforce encore sa capacité à étendre son empire. Les Exumalo, par exemple, étaient un groupe de guerriers qui, après avoir été vaincus, ont rejoint les rangs Zoulous, apportant ainsi non seulement des effectifs supplémentaires, mais aussi des informations stratégiques sur les tactiques de leurs anciens alliés. Au fur et à mesure que l'empire Zoulou grandit, Shaka se heurte à des puissances de plus en plus grandes. L'une des batailles les plus marquantes de l'expansion Zoulou est celle contre les Ndwandu, un autre peuple Nguni qui résiste farouchement à l'expansion de Shaka. Les Ndwandu, menés par leur chef Wide, sont connus pour leur puissance militaire et leur nombre. Cependant, malgré leur résistance, les Zoulous remportent une victoire décisive, consolidant ainsi leur domination sur toute une région du KwaZulu-Natal. Shaka ne se contente pas de gagner des batailles, il redessine aussi les frontières de son royaume. À travers des batailles violentes, mais aussi par des alliances stratégiques et des accords de paix, il parvient à unir une grande partie des clans Nguni sous la bannière Zoulou. Le royaume Zoulou s'étend ainsi sur des territoires comprenant non seulement les montagnes et les vallées de la région du KwaZulu-Natal, mais aussi des portions de la réserve de l'Afrique de l'Est, étendant l'influence Zoulou sur plusieurs provinces voisines. Les Sud-Africains Nguni, initialement divisés en plusieurs clans distincts, sont peu à peu absorbés dans le royaume Zoulou ou forcés de reconnaître la domination de Shaka. Cette politique d'intégration est une des clés de l'expansion. Shaka ne se contente pas de conquérir, il transforme et intègre les peuples au sein de son système politique, ce qui lui permet de stabiliser les zones nouvellement acquises et d'en faire une partie intégrante de son empire en pleine croissance. L'empire Zoulou ne se limite pas aux terres traditionnelles des Zoulous. Sous le règne de Shaka, le royaume s'étend progressivement au-delà de ses frontières naturelles, dans des régions de plus en plus vastes. En 1824, Shaka mène une expédition contre le régime de la République des Beurs dans le sud, cherchant à affirmer sa domination sur des territoires riches en ressources. Les Beurs, bien que dotés d'une armée équipée de fusils, sont contraints de négocier avec Shaka pour préserver la paix dans la région. L'une des régions où l'expansion des Zoulous est la plus marquante est l'Afrique du Sud intérieure, notamment la région des Oranges. En 1825, Shaka envoie des troupes pour assiéger des terres convoitées, exerçant une pression sans précédent sur les différents petits royaumes et clans dans cette zone. Ce type d'expansion démontre que, malgré l'hostilité des puissances extérieures, l'empire Zoulou reste une force majeure capable de rivaliser avec les puissances coloniales qui émergent lentement dans la région. Pour assurer la cohésion de son empire, Shaka met en place une organisation administrative rigoureuse. Il divise son royaume en plusieurs provinces, chacune dirigée par un chef loyal à sa personne. Cela permet non seulement une meilleure gestion des vastes territoires zoulous, mais aussi une centralisation du pouvoir sous la figure du roi. L'impôt est collecté sous forme de tribut, généralement sous forme de bétail ou de produits agricoles, et permet de financer l'entretien de l'armée et la construction des infrastructures du royaume. Dans la société zoulou, les décisions importantes sont prises par le roi et ses conseillers, mais Shaka veille également à maintenir des rapports de force et de respect entre les chefs locaux et lui-même. Il décentralise parfois les responsabilités pour assurer une forme de stabilité politique au sein de l'empire. Son système de gouvernance par la force est accompagné d'une gestion des ressources qui est essentielle pour maintenir un équilibre dans un territoire en constante expansion. Après l'assassinat de Shaka en 1828, le royaume zoulou entre dans une période de transition difficile, marquée par la lutte interne pour le pouvoir. Son successeur immédiat
Shaka est son demi-frère Dingan, mais son règne sera loin d'être aussi stable que celui de Shaka. Dingan, le frère cadet de Shaka, accède au trône après l'assassinat de son frère. Bien que Shaka ait fait de lui un commandant respecté, Dingan n'était pas aussi charismatique ni aussi stratège que son frère aîné. Dès le début de son règne, il doit faire face à une opposition interne violente, y compris de la part de certains des anciens alliés de Shaka. Ces tensions internes affaiblissent son autorité et le poussent à adopter une politique de répression brutale. Le premier défi majeur de Dingan est l'arrivée des colons beurs. En 1836, un groupe de beurs, fuyant les Britanniques, arrive dans le territoire zoulou. Ils cherchent à s'installer dans la région du Natal, territoire stratégique et riche en ressources naturelles. Dingan, souhaitant préserver l'indépendance du royaume zoulou, entre en conflit avec les beurs. L'affrontement aboutit à la célèbre bataille de Blood River en 1838, où les Zoulous, sous les ordres de Dingan, affrontent un groupe de beurs dirigé par Andris Pretorius. Les Zoulous subissent une défaite humiliante. Les beurs, avec une armée beaucoup plus petite, utilisent des armes à feu plus modernes qui écrasent les Zoulous. La bataille marque un tournant dans l'histoire du royaume zoulou. Bien que Dingan ait perdu la bataille, la résistance zoulou et leur courage dans les combats restent dans les mémoires. Dans les années qui suivent la défaite à Blood River, Dingan est confronté à une érosion continue de son pouvoir. Les échecs militaires, les luttes internes et la pression des beurs finissent par causer sa chute. En 1840, Dingan est renversé par son demi-frère Mpand, qui s'allie avec des opposants à Dingan à l'intérieur du royaume. Mpand, un autre demi-frère de Shaka, devient roi après la déposition de Dingan en 1840. Contrairement à son prédécesseur, Mpand adopte une approche plus mesurée, cherchant à stabiliser le royaume après une période de turbulence. Son règne est marqué par une politique pragmatique visant à préserver l'autonomie du royaume zoulou tout en limitant les conflits avec les puissances coloniales. Dès son arrivée au pouvoir, Mpand prend soin de renforcer ses relations diplomatiques avec les beurs, conscient de la menace croissante de l'expansion britannique dans la région. Mpand, à la différence de Shaka et Dingan, ne cherche pas à étendre son royaume par la guerre. Il adopte une approche plus défensive, centrée sur la préservation du territoire zoulou face aux pressions extérieures. Le traité signé en 1843 avec les beurs, dans lequel Mpand accepte une certaine cohabitation avec les colons, est l'un des moments clés de son règne. Bien que ce traité ait été perçu par certains comme une trahison, il permet au royaume zoulou de survivre à l'influence grandissante des colons. Mpand négocie habilement pour garantir un certain degré d'indépendance, même si la pression extérieure est de plus en plus forte. Dans les années suivantes, la guerre avec les Britanniques devient inévitable. En 1879, le roi Setchwayo, le fils de Mpand, monte sur le trône, prêt à défendre l'intégrité du royaume zoulou contre l'expansion britannique, marquant ainsi la fin de l'ère de la relative paix instaurée par Mnand. À la fin du 19e siècle, le royaume zoulou se trouve face à un défi redoutable, l'expansion de l'empire britannique, avide de pouvoir et de ressources en Afrique. Le royaume zoulou, sous la direction de Setchwayo, est l'un des derniers bastions d'indépendance en Afrique australe, et les Britanniques, après avoir annexé plusieurs territoires voisins, se tournent vers lui pour asseoir leur domination sur la région. Les tensions entre les Zulus et les Britanniques avaient commencé bien avant la guerre. En 1877, la Grande-Bretagne avait annexé le Transvaal, une région voisine contrôlée par les Beurs, qui était maintenant sous influence britannique. La pression sur les Zulus se renforce à mesure que les Britanniques cherchent à établir une zone tampon entre leurs colonies et les terres Zoulou. Le royaume Zoulou, dirigé par Setchwayo, refuse de se soumettre aux exigences britanniques et la diplomatie échoue. La guerre devient inévitable. En 1878, les Britanniques, dirigés par le général Lord Chelmsford, envoie un ultimatum à Setchwayo exigeant des concessions territoriales et le désarmement de son armée. Setchwayo, fermement attaché à la souveraineté de son peuple et au maintien de la puissance militaire de son royaume, refuse de se soumettre à ces demandes. Il comprend que la paix avec les Britanniques est désormais impossible et que le seul choix qui lui reste est la guerre. Setchwayo se prépare alors à affronter une armée britannique bien équipée et organisée qui représente une menace existentielle pour son royaume. Les Zulus, bien que moins nombreux et équipés d'armes plus rudimentaires, sont déterminés à défendre leur indépendance et leur culture. Le général britannique Chelmsford, de son côté, est convaincu que la guerre contre les Zulus sera rapide et décisive. Il sous-estime gravement la résilience et les capacités stratégiques des guerriers Zoulous. La première bataille majeure de la guerre se déroule le 22 janvier 1879 à Isandwana, un endroit situé dans le nord du royaume Zoulou, non loin de la frontière avec le Zululand. Cette bataille deviendra l'une des plus célèbres de l'histoire militaire et un point tournant majeur du conflit. Les forces britanniques, sous le commandement du général Lord Chelmsford, sont constituées de près de 1800 hommes, principalement des soldats britanniques et des alliés indigènes. De leur côté, les Zulus, menés par le commandant-in-chef Nchimwayo Kamaol et Dabulamanzi, frère cadet de Setchwayo, compte environ 20 000 guerriers. Bien que largement supérieurs en nombre, les Zulus doivent faire face à une armée moderne avec des armes à feu, des canons et une organisation logistique de pointe. Cependant, la stratégie militaire Zoulou, héritée des méthodes de Shaka, leur permet d'exploiter des failles dans les dispositifs britanniques. Les Britanniques sous-estiment les capacités tactiques des Zulus. Chelmsford fait l'erreur de diviser son armée en plusieurs colonnes, en laissant une partie de ses troupes non protégées à Isandwana pendant qu'il mène une opération de reconnaissance plus au nord. Cette décision stratégique se révèle catastrophique. Les Zulus, organisés en formation
formation serrée et disciplinée, attaquent avec une rapidité fulgurante et une puissance dévastatrice. La bataille d'Isandlwana est une victoire écrasante pour les Zulus. Près de 1300 soldats britanniques sont tués et l'armée zoulou inflige une défaite humiliante aux forces impériales. C'est l'un des rares exemples dans l'histoire où une armée coloniale bien équipée a été battue par une force indigène avec des armes beaucoup moins sophistiquées. Cet événement frappe l'Empire britannique de plein fouet et marque une victoire symbolique pour les Zulus. Il prouve qu'ils sont capables de résister à l'une des plus grandes puissances militaires mondiales de l'époque. À la suite de la défaite d'Isandlwana, les Britanniques redoublent d'efforts pour se venger et l'armée zoulou ne tarde pas à infliger d'autres pertes importantes. Cependant, la bataille de Rorke's Drift, qui se déroule juste après, est une autre confrontation marquante. Environ 150 soldats britanniques, pris au piège dans un poste fortifié à Rorke's Drift, se retrouvent assiégés par une armée zoulou supérieure en nombre. Malgré leur faible nombre, les soldats britanniques, principalement des infirmiers et des soldats mal préparés, réussissent à repousser les attaques zoulous grâce à une défense acharnée, des fortifications rudimentaires et un usage efficace du feu. En dépit de leur défaite écrasante à Isandlwana, les Britanniques remportent une victoire décisive à Rorke's Drift. Cette bataille devient un symbole de courage britannique et un point de gloire dans le conflit. Après la défaite à Isandlwana, les Britanniques, sous la pression du gouvernement impérial, décident de renforcer leurs troupes et de réorganiser leur stratégie. L'Empire envoie des renforts sous la direction de Lord Chelmsford et d'autres commandants. En mai 1879, les forces britanniques totalisent environ 16 000 hommes avec des armes modernes, des canons et des mitrailleuses Gatling. En comparaison, l'armée zoulou ne dispose que de milliers de guerriers armés de lances et de boucliers. Les Britanniques lancent une série de campagnes de répression dans le territoire zoulou. Les Zulus, bien que déterminés à résister, sont désormais confrontés à une guerre totale. En juillet 1879, les forces britanniques capturent la capitale zoulou, Ulindi, après une bataille décisive. La défaite de l'armée zoulou marque la fin de l'indépendance du royaume zulu et la prise de pouvoir par les Britanniques. Setchoyo, le roi des Zulus, est capturé et exilé en Afrique du Sud, où il meurt en 1884. Le royaume zoulou, après sa défaite à Ulindi, est divisé et annexé par les Britanniques qui imposent un contrôle colonial direct sur la région. Le pays zulu, qui avait été un royaume puissant, devient une partie intégrante de l'Empire britannique et sa souveraineté est définitivement détruite. Bien que le royaume zoulou ait perdu son indépendance, son héritage survit. Shaka est devenu une figure emblématique de la résilience africaine, un symbole de fierté pour les Zoulous et une légende dans toute l'Afrique. Sa vision d'un royaume uni a laissé une marque durable dans l'histoire. Aujourd'hui, la culture et les traditions zoulous sont célébrées dans toute l'Afrique du Sud et le roi zoulou est toujours une figure de respect. L'histoire du royaume zoulou rappelle à chacun d'entre nous la puissance de la résilience et de l'identité culturelle et la capacité d'un peuple à se dresser, même contre les adversités les plus redoutables. Merci d'avoir suivi cette histoire extraordinaire avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a inspiré.